On va reprendre ces controverses. Refuser la fatalité de l'échec. Et pour commencer cet après-midi avec vous, nous allons parler du divorce scolaire. Qu'est-ce que le divorce scolaire? C'est la question que je me suis posée en réfléchissant à la manière d'introduire ce débat. Est-ce qu'on parle de tous ces mauvais élèves dont la proportion s'accroît dans l'école française? C'est ce que nous montre la récente enquête PISA de l'OCDE. On en a beaucoup entendu parler cette fois-ci, cette année. Est-ce que le divorce scolaire, c'est le décrochage? 150 000 élèves qui quittent l'école sans diplôme. Est-ce que le divorce scolaire, c'est aussi ces 160 000 élèves qui quittent le CM2 avec de grosses lacunes? Est-ce que le divorce scolaire, ce sont ces élèves transparents qui continuent leur scolarité sans apprendre énormément de choses et sans y prendre plaisir? Et enfin, est-ce que le divorce scolaire, c'est ce qui sépare peut-être davantage aujourd'hui qu'hier, peut-être pas, la société dans son ensemble, les parents, leurs enfants, de l'école? Donc deux intervenants pour cet échange, Philippe Jamet et Jean-Paul Briguelli. Philippe Jamet, vous commencez. Je précise que vous êtes professeur émérite de psychiatrie à l'université Paris-Descartes, ou la Sorbonne Centre. C'est ça le nouveau nom? Je crois que c'est la dernière appellation. Enfin, je crois bien bon, quand même. Ce ne sera pas le sujet du jour. Non. Bon, mais merci de cette invitation. Je remercie beaucoup Alain Batilola de m'inviter sur un sujet qui m'est cher. Il faut que je dise quand même un mot de la place d'où je parle, c'est-à-dire que moi j'ai eu cette chance, je pense, d'arriver en 68 et de me retrouver psychiatre dans un service qui s'est dédié à l'adolescent et aux jeunes adultes et d'avoir la chance d'y rester 40 ans. Et surtout d'avoir maintenant des contacts. J'ai des contacts comme ça. Je n'ai jamais suivi quelqu'un plus de 10 ans, rassurez-vous, parce qu'après il faut un peu varier. Mais il se trouve que voilà, j'ai des contacts, que même avec les 5 des premiers patients que j'ai eus comme interne, donc qui ont des troubles assez graves. Je ne vais pas détailler, mais bon, on a pris notre retraite ensemble. C'est un parcours de vie. Et j'ai beaucoup de contacts donc avec des tas de personnes qui ont été en difficulté. Et je pense que ça a été ce qui m'a le plus apporté. Alors bien sûr, à partir d'une formation que j'avais, psychanalytique et neuropsychiatrique, mais le véritable apport, c'est cette expérience de vie. C'est-à-dire, je me dis qu'au fond, c'est une expérience anthropologique unique de s'occuper d'adolescents et en plus d'adolescents ayant des troubles psychiatriques. C'est-à-dire que c'est le miroir grossissant de ce que nous sommes. Ce n'est pas un monde étranger, extérieur. Le fou, ça n'existe pas, c'est une création. C'est beaucoup plus prosaïque que ça. Ça va nous montrer un peu le dilemme humain qui est qu'on va aller, je dirais, vers la créativité? Et on parlait des valeurs ce matin, ça pourrait être ça, les valeurs minimales. C'est-à-dire on est embarqué sur le même bateau, on ne l'a pas choisi, personne n'a demandé à naître, enfin sauf un fait nouveau, mais enfin. Donc tout ça nous a été imposé, on est sur un même bateau, qu'est-ce qu'on va y faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller vers la créativité? Ce qui est pour moi, ce n'est pas spécialement les arts ou autres, la créativité, c'est l'échange avec l'autre. C'est-à-dire, c'est ce qui fait le vivant. Le vivant par rapport au minéral, c'est dans un échange constant, pas seulement systémique. On n'existe pas par nous-mêmes. Il faudrait quand même déjà s'en rendre compte, ce qui relativise notre importance, qu'on n'existe que dans l'échange. Et on va voir, au moment particulièrement de l'adolescent, mais c'est un problème de toute la vie, un certain nombre des sujets, souvent les plus sensibles, justement les plus émotionnels, les plus réactifs, ceux qui justement vont souvent hyper réagir à la déception, eh bien, on va les voir s'organiser sur le mode de ce que j'appellerais la destructivité. Et peut-être y rester 10-12 ans, malheureusement en mourir, sans vouloir mourir. Je ne connais personne qui désirait mourir véritablement. C'est mourir pour se sentir exister. Voilà le paradoxe, c'est-à-dire pour retrouver un pouvoir. Si je n'ai plus aucun pouvoir, l'homme ne peut pas se créer, il peut se détruire. Et ça, je crois que c'est la drogue humaine par excellence. Ce n'est pas une pulsion de mort, nous sommes les seuls êtres vivants qui pouvons décider de reprendre notre destin en main par la destructivité, alors qu'au fond, on ne peut jamais le faire par le plaisir. Si vous me dites que vous voulez être heureux, vous voulez réussir, que vous espérez être aimé, je vous dis que je le souhaite, mais je ne peux rien vous garantir. Mais si vous me dites, vous savez, la vie c'est de la merde, j'en ai rien à foutre et je vais emmerder les autres toute ma vie, là je vous signe un contrat, c'est sûr, c'est possible. Si vous ne passez pas l'examen, vous êtes sûr du résultat. Si vous le passez, vous dépendez du regard de l'autre. Et ça, si on a eu des expériences où on s'est senti humilié, où on s'est senti mal sous ce regard, eh bien on peut arriver à préférer, je dirais de manière presque instinctive, ne pas le passer, c'est-à-dire être maître
que de passer et se retrouver impuissant face à l'autre. On n'est pas programmé pour se sentir impuissant, c'est le propre de tous les êtres vivants. On est programmé pour perpétrer la vie. Donc dès qu'il y a une menace sur notre territoire, nous devons agir. Et au fond, le territoire humain, il est devenu exponentiel avec la capacité réflexive, c'est tout le domaine du narcissisme, de ce dont on parlait ce matin, l'image de soi, la représentation de soi. Et là, c'est la même chose que le territoire pour l'animal. C'est-à-dire, dès que nous sommes humiliés, dès que nous nous sentons impuissants, on est programmé pour réagir activement. Réagir par le succès, par l'amour, par la réussite, c'est formidable, sauf qu'on dépend de l'objet de son amour. Et sauf que, bonjour la déception, voilà. Et que souvent les plus sensibles, ceux qui ont été échaudés, et on retrouve tout ce qui a été dit très rapidement aussi ce matin, sur des conditions qui font qu'on sait qu'en avance qu'il y a une population qui va être plus vulnérable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et que n'ayant pas confiance en elle, toute déception va être vécue comme quelque chose d'intolérable. Et là, on a dans la destructivité la capacité d'exister, de réagir. Ça se voit dans tous les domaines, aussi bien pour le refus d'un traitement correct dans les maladies chroniques ou dans le diabète de type 1 à l'adolescence. C'est la même chose. C'est injuste d'avoir un diabète de type 1. On ne l'a pas choisi. Si on n'est pas en confiance avec soi, avec ses parents, c'est une injustice insupportable. On ne choisit pas le diabète, on peut choisir le traitement. Y compris si ça va vous conduire à la mort ou à vous abîmer parce qu'on ne prend pas ce qu'il faut. Mais c'est mon choix, monsieur, et j'existe. Et c'est ça, je crois, qui fait qu'on se leurre sur sa capacité de choix parce qu'on se sent exister. Alors pour moi, il y a une continuité dans tout cela, y compris avec tous les échecs scolaires, amoureux, toutes les conduites dites psychiatriques. Moi, j'ai tendance à les voir non pas comme des problèmes mentaux, et je pense que malheureusement, on s'est fourvoyé en parlant de malades mentaux parce qu'on en a à la fois diabolisé, c'est le monstre, c'est l'abominable, et c'est le génie qui dit la vérité sur l'humanité. Non, c'est beaucoup plus prosaïque. Oui, c'est des personnalités souvent potentiellement riches à cause de leur sensibilité. Mais la maladie, c'est un appauvrissement. Les troubles, justement, ça va être se fermer sur la seule chose qu'on peut dominer, qu'on peut maîtriser. On ne domine pas le plaisir. Si vous passez une très bonne journée, bon, c'est sûr que, je peux vous l'annoncer, ça va se terminer. Bon. Le week-end formidable, vous êtes heureux, ça ne va pas durer. La santé, vous savez, un état précaire, je ne voudrais pas nous adresser trop fortement, mais non, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons confiance. Voilà, une confiance, évidemment, qui peut être rompue, c'est l'échec. Nous avons confiance, et c'est ce dont Cyrulnik a si bien parlé avec la résilience et l'importance de la rencontre dans la résilience. Et là, on va le retrouver tout le temps. C'est-à-dire que ce qui peut faire levier pour que cette tentation de retrouver un pouvoir qu'on a perdu dans la destructivité ne s'enracine pas en nous, eh bien, c'est la rencontre. Voilà. Et ça, c'est ce que m'a montré la chance que j'ai eue d'être là et d'avoir, encore une fois, ce recul. Mais quelquefois, et c'est là le temps qu'on n'a pas dans l'éducation nationale, il a fallu 10 ans, il a fallu 12 ans, je repense quelques-uns, 4 ans d'internement successifs, 7 ans de suivi, pour que tout d'un coup, l'envie de prendre soin de soi renaisse. Voilà. L'envie, c'est-à-dire de dire, ben oui, j'ai envie d'être bien. Et je peux vous assurer qu'on est toujours mieux en étant bien, même si on sait que ça ne va pas durer et que ça va nous empêcher de mourir, mais on est mieux que d'être mal. Mais dans le mal, ce n'est pas toujours une souffrance. L'échec scolaire, ce n'est pas forcément une souffrance, c'est une forme d'anesthésie aussi. C'est-à-dire, justement, je cesse d'être en attente d'une réussite à laquelle j'ai renoncé. Et en ayant renoncé, je vais trouver tous les moyens de le justifier. De toute façon, il y a le chômage, ça ne sert à rien, il y a autre chose que le travail. Voilà, on va se croire ce qu'on peut. C'est ce que nous montrent aussi ces maladies dites mentales, où secondairement, ils vont croire qu'en effet, c'est un choix d'être anorexique, c'est un choix de se scarifier, ce n'est pas un choix. Et quand des années après, ils ne sont plus là, il dit « Comment j'ai pu être comme ça ?» Je pense à cette collègue médecin qui a pu me dire, après 30 hospitalisations, 10 ans de suivi, « Mais je ne suis plus anorexique. Je ne comprends pas comment on peut être anorexique. Je le voudrais, je ne le pourrai plus. » D'ailleurs, essayez d'avoir un trouble dit mental. Même ne serait-ce qu'une petite phobie. Vous allez dire en sortant, je vais me créer ma petite phobie que je n'avais pas, des ascenseurs. Vous n'y arriverez pas. Ou des petits tocs, vérifiez votre porte comme ça. Vous n'y arriverez pas. Ouais. Et pourtant, vous pensez, mon toc, c'est à moi, ma phobie, c'est à moi. Non, ce n'est pas à moi. C'est une contrainte, une réponse adaptative à une contrainte émotionnelle, je dirais. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas si fou que ça, parce qu'en faisant ça, je me rassure. Si vous demandez en effet aux gens qui se scarifient pourquoi vous le faites, ils vont vous dire, mais c'est pas moi, c'est plus fort que moi, mais ça me rassure. Alors essayez de prendre cette position, de dire, bah, écoutez, moi je suis une âme sensible, si ça vous soulage, passez-moi votre cutter, vous allez voir, je vais vous soulager gratuitement, ça ne manque pas, on va vous dire, mais enfin, ça ne va pas la tête, vous êtes bon. Et en effet, pourquoi j'irai vous scarifier alors que vous êtes en souffrance et en difficulté?
Mais alors expliquez-moi pourquoi. Quand c'est vous qui êtes l'acteur, ça vous soulage, et je pense, et toute mon expérience va dans ce sens, que ça les soulage. C'est ça ce mystère. C'est-à-dire quand on devient acteur de quelque chose qu'on pense avoir choisi, eh bien là, ça vaut croyance dans le fait qu'on l'ait choisi. Là, il y a quelque chose. Et je trouve, vous voyez, qu'on le retrouve dans toutes ces conduites d'échec, de destruction, et qu'il faut l'avoir en tête, parce que la réponse va dépendre un petit peu de ça. Qu'est-ce qui va faire qu'on va retrouver l'envie de reprendre soin de soi, y compris en travaillant? Eh bien, c'est la confiance. Et finalement, vous comprenez, tout ceci, ce n'est pas une question de raisonnement, c'est une question de comment on va mobiliser des émotions qui vont faire qu'on ait envie de prendre soin de soi. Ça, on peut en créer et de retrouver une confiance. Et cette confiance, elle est toujours une co-création en miroir, confiance en l'autre, confiance en moi. Tout se crée chez l'être humain du fait de sa réflexivité. Tout dépend, on l'a dit ce matin, du regard que l'autre porte sur lui. Bon. Et c'est ça qui va nous donner un sentiment de valeur, un sentiment d'existence. L'homme, du fait de son activité réflexive, est un dérégulateur. Voilà, il faut s'y faire. Nous pouvons nous déréguler nos instincts pour le meilleur. On peut se tuer pour sauver ses copains, pour le pire, on peut détruire sans limite. Mais c'est parce qu'on peut faire l'un qu'on peut faire l'autre. Et je crains que ça ne change jamais. C'est-à-dire, oui, la possibilité de créer nous donne la possibilité de détruire. Mais nous devenons dépendants, je crois, d'un miroir qui correspond à cette activité réflexive. Qui d'entre nous peut se passer de ce questionnement, qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je compte pour quelqu'un? Est-ce que ma vie a un sens? C'est ça le miroir. Et ça dépend des autres. Alors au niveau de tout ce qui permet à la vie de s'enrichir, et qui sont finalement 3 domaines assez basiques, qu'est-ce qui fait qu'on va développer nos potentialités? Eh bien, c'est prendre soin de son corps, c'est développer ses compétences scolaires, mais pas seulement, c'est la sociabilité. Dès que nous allons mal, on a tendance à se fermer sur au moins un des 2 domaines, parce qu'on le maîtrise, la fermeture. Alors si c'est un peu pour se protéger, ça va. Ce qui fait la pathologie, ce n'est pas de se replier, c'est l'enfermement dans un comportement qu'on n'a pas choisi, qui nous protège sur le moment, mais qui est en train de nous priver de ce qui fait la vie, c'est-à-dire ces échanges, qui pourraient faire que nous reprenions confiance et que nous nous sentions mieux. Vous voyez. Il y a là quelque chose qui me semble assez basique. Aller mal, c'est simple. On a peur, enfin, on se sent menacé, c'est aggravé par la solitude, et pour ne pas s'effondrer, on se cramponne à ce qu'on peut. Et on ne peut pas se cramponner justement au plaisir. Vous ne pouvez pas le mettre dans un coffre-fort, le plaisir, le bonheur, le partage, ça vous échappe inévitablement. Par contre, détruire, couper, vous fermer, ça c'est toujours possible. Alors, vous voyez comment, pour moi, c'est un recours, c'est pas qu'ils souffrent d'être comme ça leur évite de souffrir et de se rendre compte de leur impuissance en devenant acteurs eux-mêmes de leur propre échec. Donc il y a là quelque chose, si vous voulez, qui semble très fondamental. Alors qu'est-ce qui pourrait leur donner confiance? Eh bien, le regard qu'on porte sur eux, bien sûr, et puis ce qu'on a dit ce matin aussi, les occasions de valorisation. Mais alors qu'il y ait note ou pas de note, vraiment, je ne pense pas que ce soit le fond du problème. Vous comprenez? Il y aurait un moment qu'on saurait s'il y avait l'outil qui marche. Ce n'est pas l'outil, c'est la façon de s'en servir. Mais alors évidemment, si à chaque fois qu'on met une note, vous allez dire à votre enfant « Ah, tu as eu une mauvaise note. Ah, c'est encore ce professeur. Elle ne veut pas le faire. Ils sont incapables. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre des notes ?» Et voilà. Alors oui, ça va devenir un drame. C'est-à-dire que les choses, elles sont ce qu'on les fait. Si on vous dit que c'est dramatique, ça deviendra dramatique. Ce n'est pas que ça n'ait pas d'importance, mais cette importance, elle peut devenir presque un atout. Tu vois, il y a des gens qui sont comme ça, plus sévères que d'autres, qui comprennent moins, qui ont moins d'empathie, c'est la vie. Mais ce n'est pas grave, parce que tu as d'autres choses. Alors tu as une mauvaise note là, et alors, bon. C'est à nous aussi, nous sommes co-constructeurs de tout cela. Mais si on dit, il a dit ça, ça y est, c'est terminé, c'est machin, ça le deviendra. C'est le drame de la réification de la psychologie, notamment de la psychanalyse dans notre culture. C'est dramatique pour moi. C'est une langue de bois, c'est épouvantable. Dès que quelqu'un fait un lapsus, tout le monde sait son inconscient. Il n'y a qu'à prendre un ordinateur, c'est tout ça. En général, ça veut dire qu'il est ambivalent, ce qui n'est vraiment pas une découverte, parce qu'on est tous ambivalents. Bon, donc, alors voilà, bon. Mais non, on sait, bon. Alors après, vous n'avez pas trouvé le corps, vous ne pouvez pas faire le deuil, repassez quand vous l'aurez trouvé. Alors bon, moi, je vais chercher le corps. Bon, vous n'avez pas votre mère biologique, alors forcément, vous avez des trous dans votre identité. Ah, moi, j'ai des trous dans mon identité. Bon, mais voilà, toute l'angoisse va se fixer. C'est pas que ce soit nul, si vous voulez. C'est important de le savoir. Et quand on l'a découvert, ça a ouvert un champ de perspective. Mais maintenant, on l'a réifié. C'est plus une découverte, c'est un savoir qui s'applique. Vous avez un problème, tac, on vous met un tampon, voilà pourquoi vous avez ce problème. C'est le drame à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les émotions ont disparu. C'est pareil au niveau de l'école.
Alors regardons, et c'est là qu'il y a le divorce à mon avis, comment on parle de l'école. Mais regardons comment on parle de l'école. Alors on dit dans les familles d'enseignants, tout ça, ça va. Oui, mais en général, bon, ils ont quand même, pas toujours, mais enfin le plus souvent, moi je suis enseignant aussi, je suis universitaire, bon, ben, il se trouve que mes 7 petits-enfants, mes 3 enfants, ils font tous des études, plus ou moins différemment, mais voilà, ils ont... Bon, mais, et c'est vrai que pour moi, c'est formidable les études, bon, c'est important, mais comment on leur présente la plupart des gens? Bon, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est anachronique, tu seras quand même au chômage, mais il faut quand même que tu essaies d'avoir les meilleures notes possibles, parce que les quelques exceptions qui arriveront à survivre, il faudra qu'elles aient des bonnes notes, donc tu travailles, mais les professeurs ne comprennent rien, de toute façon, ils sont bons à rien, ils sont payés pour... Non, mais enfin, comment on présente? Alors vous avez naturellement, toute la semaine, vous avez nouveau, périodiquement, tous les 3 mois, un hebdomadaire qui va sortir, la catastrophe à l'école, machin, tout. Alors c'est pas qu'il n'y ait pas des problèmes, mais on les a complètement dramatisés. Et on se gargarise de ça, si vous voulez. Et ils vont en chantant à l'école, nos enfants. Comment on les accueille, ouais. Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie, bon. C'est la façon dont on en parle, et même dont on a entendu parler ce matin, qui peut leur donner envie d'aller à l'école. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé? C'est qu'on a du plaisir. On l'a parlé à un moment du plaisir. Je crois que c'est Boris qui l'a redit. Ben oui, le plaisir, c'est la base du vivant. C'est ça qui nous motive. La motivation, c'est une émotion. La confiance, c'est une émotion. Elle se fonde sur quoi? Eh bien, c'est parce que ça en vaut la peine. Voilà. Vous en valez la peine. Alors, les publicitaires, eux, sont des très bons psychologues. Ils ont très bien compris. Hein. Vous le valez bien, madame. Alors, pour une fois qu'il y en a un qui s'en rend compte, oui, bon, voilà. Alors, mais non, et ça marche. 10 ans après, il y a encore le même slogan. Donc, il ne s'est pas épuisé. Donc, ça marche. On en rigole, mais ça marche. Et ça marche, c'est fondamental. Il faut être vu pour se sentir exister. Alors malheureusement, maintenant, il y a la télé, heureusement et malheureusement, il y a tout cela qui va leur permettre d'être vus. Bon, mais l'école, comment on les regarde? Vous voyez? Et là, il y a un divorce. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'école, on l'a dénigrée, à un moment où, en fait, elle a accueilli l'ensemble des élèves. Moi, je suis quand même de la génération où il y avait une minorité qui passait au lycée, une minorité. Alors, c'est autre chose d'intégrer une minorité motivée là, ou de prendre tout le monde. Alors, est-ce qu'on a bien fait de le faire sur une forme unique ou pas? Ça, c'est à discuter. Mais il y a quelque chose aussi de formidable qui s'est ouvert à ce moment-là. On a intégré tout ce monde-là. Alors, ça a un coût. Oui, il y a des difficultés. Ça a quand même été plutôt une certaine réussite, mais on nous renvoie une image extrêmement négative qui s'auto-renforce. On le disait, Boris le disait ce matin, voilà, ce qu'on fait nous fait. C'est-à-dire le fait d'être dans une thématique négative nous fait croire à ça. Bon. Donc là, il y a quand même un problème du côté du regard que nous portons sur l'école. Alors maintenant, du côté de l'école, ben oui, en miroir de ce dénigrement, et bien qu'elle fait, c'est comme l'adolescent en difficulté, il a une attente éperdue de reconnaissance, et comme elle sent que ça ne va pas venir, eh bien, elle se protège en se fermant. Voilà, elle s'agrippe elle aussi. On n'a pas d'importance, les autres sont des gens qui ne comprennent pas, on n'a pas cherché leur avis, on se ferme, et l'école se ferme sur elle-même. Il y a un manque d'ouverture, quelque chose de terrible. Moi, j'interviens beaucoup au niveau des écoles, dans le cadre de ce DU, qui est la seule activité d'enseignement interprofessionnel, qui pour moi est intéressant parce que il y a des gens de l'école, des services sociaux, de l'éducation nationale, ou de l'éducation nationale, l'école, la justice, la police, la gendarmerie. D'ailleurs, maintenant, comme ça coûte trop cher à l'université de louer un amphithéâtre, on l'a gratuitement au ministère de l'Intérieur. Donc, je trouve ça formidable. Bon. Donc, c'est avec les policiers, les gens qu'on est accueillis. Et à l'intérieur, il y a un mélange des hiérarchies, c'est-à-dire il y a aussi bien le principal que l'infirmière scolaire, que le juge, que l'éducateur. Bon, c'est-à-dire qu'ils comprennent quoi? Que c'est ça une société qui s'est ouverte, qui n'est plus dans une hiérarchie verticale. Et elle est remplacée par quoi? Pas par le désordre, mais par la nécessité de l'activité réflexive. Je crois que c'est la voie actuellement de la liberté. C'est que nous ne sommes plus, c'est comme ça parce que c'est comme ça, on a l'autorité, fermez votre gueule et écoutez ce qu'on dit, ce qui était quand même reposant, il faut reconnaître, ça c'était l'avantage, mais pas quand même d'une très grande richesse. Bon. Et là maintenant, ça ne marche plus. Et à la place, il n'y a pas seulement Internet et autres, il y a nous. Je vais vous dire comment je comprends les choses. Je crois que maintenant, on est obligé de donner le sens. Alors l'école fournit, continue à travailler là-dessus, comme dans la période où elle prenait une sélection d'élèves motivés et où chacun pouvait être à sa place dans son casier, dans les enseignants, il n'y avait pas besoin de communiquer entre eux, chacun faisait sa matière, les élèves savaient pourquoi ils venaient, très bien, ils rentraient dans la case, ils en sortaient, bon voilà. Bon. Maintenant, la plupart des élèves, et encore plus leurs parents, ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Exactement à quoi ça sert, sauf que c'est obligatoire et que sans ça c'est embêtant, mais enfin qu'est-ce qu'on y fait? Probablement rien de bien utile. Bon. Alors c'est quand même problématique ça, cette histoire. Vous savez, quand on a fait, je participe de la fondation aussi
la Fondation Pfizer pour la santé de l'enfant et de l'adolescent. On fait des forums avec la DGESCO tous les ans, avec 10 académies. Qu'est-ce que je vois, moi? Des volontaires qui participent à ça, sur ces forums ados, qui sont passionnés, qui le font sans heures supplémentaires, qui viennent, qui sont contents de faire des trucs comme ça. Et on fait des enquêtes Ipsos en même temps sur 800 ados, 800 adultes avec des regards croisés. Eh bien, quand on demande à un enfant s'il pense que ses parents ont une importance pour lui, ils sont 90% à dire oui. Les parents, ils sont 70, 75% à penser. Quand on demande le prof, ils sont plus de 70% des ados à dire mais le prof, bien sûr qu'on attend quelque chose de lui. Ils ne sont pas 30% des profs à penser que l'ado attend quelque chose de lui. Alors, comment voulez-vous motiver des gens quand ils pensent que de toute façon, ceux qui font, tout le monde s'en fout? Vous savez que ça, c'est la cause essentielle du burn-out. Le burn-out, ce n'est pas la fatigue au travail, ce n'est pas des choses terribles. C'est l'impression que ce qu'on fait n'a aucun écho. Tout le monde s'en fout, ce n'est même pas vu. C'est ça qui casse carrément. Et je crois que là, il y a un problème où il faut qu'on renvoie un miroir. On a besoin, en effet, les uns les autres. Mais il faut que l'école, et je terminerai là-dessus, peut-être accepte de s'ouvrir, c'est-à-dire prenne le risque de ne pas se barricader parce qu'elle a peur, se fermer, avec maintenant une ouverture qui doit passer par intégrer les phénomènes sociétaux. C'est ce qu'on avait essayé de faire, nous, en proposant des forums au niveau, justement, des académies sur des sujets, le harcèlement, la différence des sexes, la violence à l'école, enfin, bon, où les adolescents sont comme experts. Ils vont discuter avec d'autres experts. Mais avant, ils se sont préparés en travaillant au niveau de leur classe, avec des gens qu'on avait un petit peu formés pour les aider à travailler sur ces thèmes. Donc, ils sont acteurs de leur truc. Et ils sont experts le jour où il y a le forum. Il y a 3 ados, il y a 3 experts, et on discute ensemble, et les autres. En se disant, un petit peu naïvement, peut-être que ça va donner des envies à l'école de faire des choses comme ça, etc. Mais bon, avoir le DGESCO, il me dit, si ça vient de nous, ça ne marchera pas. Et c'est probablement vrai. Donc, il dit, ça marche parce que vous êtes extérieur à l'école. Et c'est probablement vrai, voilà. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui, dès que ça revient verticalement, ça va bloquer, ça va faire des problèmes, et on le prend sur quoi, et sur quel machin, mais RTT, enfin bon, ça va être complètement bloqué. Donc là, il y a un problème d'ouverture. Je crois que l'école, oui, le divorce, il se fait actuellement sur une méconnaissance commune des potentialités. Il y a des attentes réciproques. Les jeunes attendent de l'école, l'école attend, les parents attendent de l'école, les professeurs attendent qu'on les reconnaisse, tout le monde s'attend. Oui, ça finit pas, ouais. Parce qu'il faut à un moment se rencontrer quand même, bon, qu'on sorte de l'attente. Et c'est souvent ça la vie. C'est qu'à la fin de sa vie, qu'on se dit, mais pourquoi on s'est empoisonné pour des choses aussi bêtes? À son travail, en famille, on a passé son temps à se disputer, alors qu'au fond on était attachés, qu'est-ce qu'on aurait voulu être bien? Ben non, on s'est engueulé pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ça, c'est à la retraite qu'on s'en rend compte. Ouais. Bon, enfin, il faut bien que ça serve à quelque chose, mais on essaie quand même de le communiquer. Donc il y a une valeur, il y a une attente. Bon. Et là, peut-être que l'école, je me disais, elle pourrait réinstituer des rites dans un rêve comme ça. Oui, je ne sais pas si Sony le réalisera, mais quelqu'un d'autre. À chaque changement de cycle, c'est-à-dire on vous accueille à la maternelle. Alors, le premier jour d'accueil, on reçoit toutes les familles. On est fiers. Pareil pour le primaire, pareil pour le secondaire. Et on va au-devant en disant, on demande que les familles viennent le plus nombreux possible. On va passer la journée, peut-être une conférence. En tout cas, on va manger ensemble, un méchoui. Et on va vous expliquer, voilà. Nous avons l'honneur d'accueillir vos enfants dans l'école, l'honneur de faire ce qui peut être la plus belle activité humaine, c'est-à-dire la transmission, qui fait qu'en 15 ans, on va vous passer l'essentiel de ce que l'humanité a mis des milliers d'années à conquérir. Mais c'est merveilleux. Et sans vous obliger à une croyance particulière, en vous donnant des outils pour pouvoir mieux comprendre le monde. Et si vous savez lire, écrire, faire telle expérience, c'est comme si on vous ajoutait un 6e sens, un 7e sens. C'est aussi important que le goût, l'odorat. Si je ne sais pas lire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gribouillis, là, je ne sais rien dire. Non, si je sais lire, voilà. Si vous savez faire des expériences, si vous ouvrez à la connaissance, c'est le monde qui s'ouvre devant vous. Mais c'est quand même bon. Et ça, c'est une expérience toujours renouvelée, qui ne s'épuise pas, qui va se refaire à chaque génération. Mais où est l'enthousiasme à l'heure actuelle? Il faut voir les rentrées, les jours de rentrée, les têtes. Pour tout le monde, voilà. Et les barbares qui descendent, les autres... Non mais, vous voyez, on le dit sur un temps, il faut même mettre un petit peu de jeu. Parce que, c'était dit aussi ce matin, la vie psychique, c'est le jeu. On parlait du théâtre et autres. C'est pas de s'accrebouter sur un fondamentalisme. Tous les fondamentalismes sont liés à la peur. Si c'est pas comme ça, c'est la fin du monde. C'est la catastrophe. C'est jamais pour le plaisir qu'on est fondamentaliste. En me disant, vous voyez, comme on est tellement épanoui, heureux, ça devrait vous donner envie. Non, non, non. Attendez, si vous faites pas ça, c'est derrière la peur. Alors bien sûr que la vie, c'est dangereux.
La vie a de l'imprévu, la vie, il y aura de la déception, mais ça vaut la peine de prendre le risque. Ouais. Et c'est là où je pense qu'il y a ce divorce, il faut qu'on arrive à redonner à l'école quand même le sens et qu'on pense en termes d'équipe. On ne peut plus fonctionner actuellement par une juxtaposition d'individus qui sont formés dans telle ou telle matière, qui se croisent sans jamais se parler, qui ne s'entraident pas. Non, c'est une équipe. Et l'équipe, on sait bien, ça dépend de quoi? De l'ambiance et souvent aussi du caractère de celui qui la dirige. Donc oui, il y a une situation de divorce, mais comme souvent dans le divorce, il est surtout lié, la violence qu'il y a actuellement dans ces rapports-là est à mon avis la preuve de l'attente réciproque qu'il y a. Et à cette attente, je crois qu'on a des moyens de répondre plus importants qu'on ne croit si on se donne un petit peu plus de liberté entre les établissements, un petit peu le droit de tenter aussi des expériences, et si surtout on laisse place, ce qui disparaît, aux émotions, pas pour déborder. Ce n'est pas un problème d'aimer, c'est un problème de sentir que ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine de vivre ça, malgré les échecs, malgré les déceptions possibles. Oui, la vie vaut la peine. Oui, le savoir vaut la peine. C'est à nous de témoigner de ça par le plaisir qu'on prend à le faire, à le témoigner, et on sait bien combien ils sont sensibles en général aux gens dits motivés. C'est pour ça que tout nouvel outil qui est présenté a des bons résultats. Toute nouvelle réforme, au début, ça marche bien parce qu'il y a des gens motivés, parce qu'il y a un effet de nouveauté. Puis dès que ça s'institutionnalise, on retrouve les taux d'échec habituels. Donc remettons, et nous avons la possibilité de la vie dans l'école, il faut introduire plus de souplesse, justement ce jeu, et je crois que c'est qu'en effet possible, encore faut-il en apprécier l'importance. Peut-être que cette journée peut y contribuer. Merci, Philippe Jammet.